Salut à tous, ici Lucas de l'agence Infolibre parisienne, bienvenue pour ce 91e numéro des infos dont on parle peu de l'agence Infolibre. Au sommaire cette semaine, j'espère que vous avez le temps parce que j'ai 11 pages d'actu. On va parler en actu internationale du Yémen et des bombardements de la coalition arabe, du Pentagone et de l'État islamique, du FBI et de la peine de mort, de l'Ukraine et des milices d'extrême droite, des eurodéputés qui veulent que l'Union Européenne soit prête à la guerre contre la Russie, des pétrodollars et Israël, de Mohamed Morsi qui est condamné à 20 ans de prison. On enchaînera ensuite avec la France, avec la loi sur le renseignement, les actes anti-musulmans, le racisme et l'antisémitisme, les CRS qui sont plus trop Charlie, et de l'inquiétante arrivée de la prostitution dans les collèges. Économie, on parlera de la Grèce et de Standard & Poor's, on parlera des accords gaziers russo-grecs, de Chypre et de la Troïka, de Hollande et ses Mistral, de Pierre Gattaz et de l'embauche des adultes à 80% du SMIC. Santé, on parlera de la centrale de Fessenheim, des bienfaits supposés du jeûne, des herbicides au Nigeria et de l'ADN. Et pour terminer, on parlera culture avec Akhenaton qui a trouvé des nouveaux amis chez Coca-Cola. On attaque sans plus tarder, attachez vos ceintures et c'est parti. Et on commence avec cette news du 22 avril. La télévision gouvernementale saoudienne a annoncé le 21 avril que l'Arabie Saoudite avait atteint tous les objectifs au Yémen et que la coalition qu'elle dirige mettait fin au bombardement aérien. Depuis le 25 mars, il y a eu à peu près 1000 morts et 3400 blessés, avec son lot de bavures, notamment un raid aérien qui avait touché un poste médical le 20 avril. Et à savoir que depuis la fin des bombardements, donc le 21 avril, on a appris 2 jours plus tard, soit le 23 avril, que les frappes avaient repris. Le Pentagone a déclaré dans un communiqué que le porte-avions USS Theodore Roosevelt et son croiseur d'escorte USS Normandie sont passés du golfe Persique à la mer d'Oman le 19 avril. L'USS Theodore Roosevelt et l'USS Normandie ont rejoint d'autres forces américaines qui mènent des opérations de sécurité maritime dans la mer d'Arabie, le golfe d'Aden, le détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge du Sud. Et on a cette nouvelle du Pentagone, l'État islamique chercherait à s'implanter en Libye. Ça, c'est le colonel Steve Warren qui dit ça. J'estime que c'est la Libye dont l'EI veut faire son fief. Pour le moment, ils sont parvenus à mettre un pied en raison notamment de troupes d'une ampleur inédite et de la dégradation totale de la situation sécuritaire. C'est le colonel Warren qui a déclaré ça au journal Washington Times. On continue sur les aveux des Américains. Le FBI a avoué avoir envoyé des innocents dans le couloir de la mort. Le FBI a reconnu ce dimanche que des manquements dans les analyses scientifiques ont conduit à condamner à mort des innocents. Selon un rapport de l'inspection générale, OIG, la condamnation à mort d'au moins 60 prisonniers dont 3 ont été exécutés pourrait avoir reposé sur des analyses scientifiques erronées et des témoignages douteux. La police fédérale admet des erreurs de scientifiques du FBI dans l'analyse de cheveux au microscope ou de rapports de laboratoire. Cela n'arrive plus et le FBI emploie désormais des analyses ADN qui sont imparables. Bon, ça c'est eux qui le disent, en plus d'analyses de cheveux et des analyses au microscope. Pologne maintenant avec cet étrange aveu d'un eurodéputé polonais, les snipers du Maïdan, c'était notre opération. La vérité sur les snipers qui ont tiré sur la place Maïdan à Kiev en février 2014 éclate au grand jour grâce aux révélations d'un eurodéputé. Le député au Parlement européen et candidat à l'élection présidentielle polonaise du 11 mai prochain, Janusz Korwin-Mikke, désolé si j'écorche son nom, a déclaré que les snipers qui ont tiré sur la place Maïdan à Kiev en février 2014 avaient été entraînés en Pologne. Maïdan, c'est notre opération. Je siégeais au Parlement européen à côté du ministre estonien des Affaires étrangères Urmas Paet. Dans un entretien avec le chef de la diplomatie européenne de l'époque, Catherine Ashton, ce dernier a reconnu que c'était nos hommes qui en réalité ont tiré place du Maïdan et non ceux du président russe Vladimir Poutine ou de l'ancien chef de l'État Viktor Yanukovych, a raconté l'eurodéputé avant d'ajouter que 40 manifestants et 20 policiers avaient été tués pour provoquer les désordres. Nous le faisons pour gagner la bienveillance de Washington, a également répondu le politicien. Maintenant une news qu'on pourrait classer dans la rubrique humour avec Kiev qui affirme qu'il n'y a pas d'organisation d'extrême droite en Ukraine. Pour les autorités, aucune organisation d'extrême droite n'est officiellement enregistrée en Ukraine. Cependant, les observateurs internationaux ont plusieurs fois noté la participation active d'ultra aux côtés des forces de Kiev dans le Donbass. Nous ne disposons pas d'informations concernant des partis, organisations ou groupes radicaux d'extrême droite. Il y a bien évidemment des citoyens avec des points de vue variés qui pourraient représenter une certaine menace. Il existe probablement des groupes non officiels qui partagent de tels points de vue extrémistes, mais ici on a affaire à des cas isolés. Les organisations et groupements ultra-radicaux ne sont pas enregistrés ni identifiés en Ukraine, a déclaré le chef du département central d'investigation du service de sécurité d'Ukraine. Et comme pour répondre à cette affirmation, pratiquement en même temps, le centre Simon Wiesenthal a écrit un article où ils se sont inquiétés de la reconnaissance par le Parlement ukrainien d'un groupe ultranationaliste qui a collaboré avec les nazis pendant la guerre. Selon le projet de loi adopté jeudi, l'armée insurrectionnelle ukrainienne, une fraction ultranationaliste qui a cherché à établir un État ukrainien indépendant pendant la guerre, sera admissible à la commémoration officielle du gouvernement, selon le Kiev Post.
Tandis que ce groupe, une émanation de l'organisation des nationalistes ukrainiens, était engagé dans une guerre à la fois contre l'Union soviétique et les nazis, il a également collaboré avec l'Allemagne et a pris part à des exactions commises contre des juifs en Ukraine. Le centre Simon Wiesenthal a condamné la reconnaissance par l'Ukraine de ce groupe, ainsi que d'un deuxième projet de loi assimilant les crimes communistes et nazis. Et si vous voulez en savoir plus sur les groupes d'extrême droite en Ukraine, je vous invite à regarder dans les archives de l'agence Infolibre qui a documenté largement cet état de fait. Et on continue avec la Pologne qui va acheter des missiles américains Patriot. Le ministère de la Défense polonais a commandé des missiles Patriot produits par la firme américaine Raytheon dans le cadre de son système de défense antimissile, a déclaré le ministère de la Défense. Le président polonais Bronisław Komorowski a déclaré que la Pologne va entrer en négociation avec les États-Unis pour finaliser l'offre de défense antimissile pour une somme d'environ 5 milliards de dollars. Des propos belliqueux ont animé une réunion organisée par le groupe de centre-droit PPE, Parti populaire européen, au Parlement. Le 21 avril, les eurodéputés ont prévenu que la prochaine cible de la Russie serait les pays baltes et que la meilleure des dissuasions était d'être prêt à entrer en guerre contre elle. Tune Kellman, l'eurodéputé qui a présidé la réunion, a déclaré que la Russie était devenue l'adversaire de l'Union européenne et que sa prochaine cible serait les pays baltes. La crédibilité de l'Occident serait alors mise à l'épreuve, a-t-il estimé. En tenant ce discours, il a fait écho aux remarques du président estonien, Thomas Ilves, qui a déclaré il y a quelques jours que le manque d'engagement de l'OTAN pour défendre son pays pourrait amener à la fin de l'alliance. L'eurodéputé roumain Cristian Dan Preda, coordinateur de la commission des affaires étrangères au sein du groupe PPE, a quant à lui déclaré qu'une majorité de Roumains pensaient que Poutine continuerait ainsi jusqu'à ce qu'il unisse la Russie à la Transnistrie en Moldavie, et ce, via les territoires du sud de l'Ukraine. Roland Freudenstein, directeur adjoint et directeur de recherche au Martens Centre, le groupe de réflexion du PPE, est allé encore plus loin en disant que Vladimir Poutine voulait détruire, au moins moralement et politiquement, les deux grandes institutions euro-atlantiques, l'Union européenne et l'OTAN. On va parler un peu pétrodollar maintenant avec l'Arabie Saoudite qui a fourni 16 milliards de dollars à Israël en 2 ans et demi pour favoriser les projets de la colonisation, a-t-il appris du rédacteur en chef du site web américain Consortium News. Robert Parry a écrit dans un article « L'Arabie Saoudite a versé en 2 ans et demi 16 milliards de dollars sur le compte du Fonds du développement d'Israël par le biais d'un pays arabe et elle a assuré les frais d'un grand nombre de plans infrastructurels en Palestine occupée. » Finançant Israël, Riyad vise à profiter de l'influence qu'exerce le lobby sioniste aux États-Unis. L'Arabie Saoudite et Israël ont joué un grand rôle dans le renversement du gouvernement des frères musulmans en Égypte. À l'intérieur de l'Égypte, Riyad soutenait Abdel Fattah al-Sisi et, aux États-Unis, le lobby sioniste tentait d'empêcher toute réaction hostile au coup d'État contre Mohamed Morsi, président élu. C'est grâce au pétrodollar de l'Arabie Saoudite que Benjamin Netanyahou est arrivé à défier Barack Obama et à pousser les congressistes et les responsables américains à entraver les négociations nucléaires. Lobby sioniste aux États-Unis, maintenant le congressiste Peter Roxham et les sénateurs Rob Portman et Ben Cardin ont proposé un texte de loi unanimement adopté par le Congrès américain, consistant à combattre le boycott d'Israël. L'organisation BDS, Boycott des investissements sanctions en Europe, est visée. C'est une victoire historique pour les relations israélo-américaines et un coup de marteau pour le mouvement BDS, une campagne unanimement orientée vers la délégitimation et l'isolement de notre allié Israël, a déclaré le député Ross Kahn. Cet amendement envoie un message clair, si vous voulez être un partenaire économique des États-Unis, vous ne pouvez pas supporter politiquement le boycott d'Israël. Ça, c'est le sénateur Portman qui l'a dit. Donc au passage, il faut préciser que ce débat a eu lieu dans le cadre des négociations sur le traité transatlantique. Et pour vous donner une idée de comment les politiques américains sont disposés par rapport à Israël, on peut se souvenir des 40 standing ovations qu'a reçu Netanyahou devant le Congrès américain lorsqu'il a prononcé son discours le mois dernier. Et sur Israël, on a cette enquête effectuée par Associated Press qui rapporte que 844 Palestiniens, donc soit plus de la moitié des pertes civiles pendant la guerre de Gaza en juillet dernier, ont été tués dans des attaques sur des bâtiments civils. Ces attaques incluent 19 bébés tués et 108 enfants de maternelle ayant entre 1 an et 5 ans. Donc Israël, qui est une démocratie comme chacun le sait, justifie ces attaques en disant que ce sont les combattants palestiniens qui se réfugient dans les maisons et qui utilisent les populations civiles comme des boucliers humains. Donc si 844 Palestiniens ont été tués chez eux alors qu'ils étaient en train de manger, de dormir ou simplement de vivre avec leur famille, c'est de la faute du Hamas. Et cette nouvelle maintenant d'Égypte, évidemment ça c'est pas une info dont on parle peu, mais elle est importante quand même d'être rappelée. L'ancien président Mohamed Morsi est passé à côté de la peine de mort, mais a finalement écopé de 20 ans de prison incompressible pour avoir incité au meurtre de manifestants en décembre 2012. La France maintenant et la contestation de la loi de renseignement qui ne cesse de enfler avec cette pétition de 90 000 signatures
signatures qui réclament le retrait pur et simple de la loi. L'Assemblée nationale a achevé jeudi l'examen du projet de loi sur le renseignement, validant au passage le principe des boîtes noires qui surveilleront le comportement des internautes par des algorithmes. Un dispositif visant à dissuader les lanceurs d'alerte potentiels et de suivre l'exemple d'Edward Snowden. Et la hausse significative des amendes en cas de piratage informatique. Islamophobie maintenant avec les actes anti-musulmans qui sont en hausse de 500% au premier trimestre 2015. L'Observatoire national de lutte contre l'islamophobie constate une hausse de 500% des actes anti-musulmans au premier trimestre 2015 par rapport à la même période l'an passé. Entre janvier et mars, 222 actes visant la communauté musulmane ont été recensés. Donc voilà, je m'étends pas plus sur le sujet puisque ça c'est des nouvelles qui sont quand même assez connues. Manuel Valls a présenté à Créteil un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme doté de 100 millions d'euros sur 3 ans selon le document officiel remis à la presse. Il comprend 40 mesures articulées autour de la justice d'internet et de l'éducation en faisant du racisme et de l'antisémitisme une circonstance aggravante pour tous les crimes et délits, en intégrant la répression des discours de haine au droit pénal général et en donnant la possibilité d'action de groupe contre les discriminations. Les CRS maintenant qui sont épuisés par le plan Vigipirate, l'Intérieur propose une augmentation symbolique de 2 €. Reçus au ministère de l'Intérieur lundi soir, les syndicats de police ont exprimé leur mécontentement. Selon le syndicat UNSA Police, qui se revendique apolitique, l'Intérieur a proposé de revaloriser l'indemnité journalière d'absence temporaire IJAT des CRS de 30 à 32 €, soit 2 € d'augmentation. 3 mois après les attaques terroristes qui ont frappé la capitale, le niveau du plan Vigipirate avait été rehaussé, exigeant une mobilisation plus importante des CRS. Pour calmer la grogne, les syndicats avaient engagé une discussion et exigé un plan pluriannuel de revalorisation. C'est inadmissible et irrespectueux d'oser nous proposer 2 €, s'agace Philippe Capon, secrétaire général d'UNSA Police. Au total, environ 1 millier de CRS sont employés chaque jour. Par ailleurs, 10 500 militaires protègent 833 sites sensibles en France, dont 310 en Île-de-France. Maintenant, une nouvelle assez inquiétante, c'est l'arrivée de la prostitution dans les collèges. Entre 6 000 et 8 000 mineurs se prostitueront en France selon des associations qui alertent sur les terribles pratiques qui se développent dans les toilettes des collèges, et ce, quel que soit le niveau de vie du quartier. Ce phénomène s'étend, assure la pédopsychiatre Martine Guyard, spécialisée dans l'accueil des jeunes se prostituant. Dans son cabinet situé dans le 16e, à Paris, elle a reçu depuis la rentrée une dizaine de jeunes de l'ouest parisien qui ont échangé leur corps contre de petites sommes ou des objets. S'il ne faut pas s'affoler, la société doit réaliser que cela existe et se développe, a-t-elle précisé. La rubrique économie maintenant avec Standard & Poor's qui vient d'abaisser la note de la Grèce à CC+, avec une perspective négative. L'agence de notation souligne les incertitudes entourant les négociations entre la Grèce et ses créanciers internationaux. Le ministre allemand des Finances juge peu probable de parvenir à un accord sur le versement de nouvelles aides à Athènes. La Grèce et la Russie envisagent de conclure un accord en vertu duquel Athènes pourrait obtenir jusqu'à 5 milliards de dollars pour la construction d'un gazoduc Turkish Stream, rapporte samedi le journal allemand Der Spiegel. Selon le quotidien qui cite un haut responsable du parti de gauche Syriza au pouvoir en Grèce, l'accord a été signé le 21 avril. Après des mois de discussion, le Parlement chypriote a fini par voter la loi sur les expulsions de propriétaires, une loi réclamée par la Troïka et votée sous la pression de la BCE. Après 9 mois de discussion, de débats et de pression, le Parlement chypriote a finalement approuvé samedi 18 avril par 33 voix contre 23 la loi sur les expulsions de propriétaires insolvables. Cette loi va faciliter les expulsions et donc la revente des biens. La Troïka, formée par les représentants du FMI, de la BCE et de la Commission européenne, exigeait une telle loi afin de pouvoir évaluer précisément les pertes des banques sur leurs prêts immobiliers et ainsi connaître avec précision les besoins de recapitalisation du système bancaire du pays. Les créanciers avaient suspendu les fonds du plan d'aide Nicosie dans l'attente de ce vote. Surtout, la BCE avait indiqué que sans accord de la Troïka, Chypre ne saurait bénéficier du programme de rachat d'actifs publics, autrement appelé QE. La BCE envisage autrement de racheter 500 millions d'euros de dettes publiques chypriotes. Reprise des négociations sur l'accord de libre-échange transatlantique TAFTA. Malgré les protestations grandissantes et la manifestation internationale contre le traité transatlantique le 18 avril dernier, que l'agence Infolibre a couvert, un nouveau cycle de négociations s'est ouvert le lundi 20 avril à New York sur le traité de libre-échange transatlantique. Le président Obama en personne pousse afin d'accélérer le processus. Feu vert du Sénat français à la privation de 2 aéroports. Le Sénat a donné son feu vert à la privatisation des aéroports de Nice et de Lyon, un volet contesté du projet de loi Macron. L'activité et l'égalité des chances économiques autorisent le transfert au secteur privé de la majorité du capital des sociétés gérant ces 2 grands aéroports. Les infrastructures aéroportuaires et le foncier demeureront la propriété de l'État et l'État devra apporter chaque année les tarifs de redevance d'aéroport. Paris maintenant avec la poursuite de la politique écologique d'Anne Hidalgo. À Paris, le méco jeté par terre vous coûtera 68 € si vous vous faites prendre sur le fait.
c'est le résultat d'un décret voté fin mars par le gouvernement et qui donne la possibilité aux grandes villes françaises de rehausser les amendes de 35 à 68 € pour toute une série d'incivilités qui touchent à l'insalubrité des rues. Retraite, les retards de paiement pourraient se multiplier selon Laurent Berger de la CFDT. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a exigé le 17 avril qu'on verse enfin les pensions aux milliers de nouveaux retraités victimes des retards de paiement, jugeant insuffisant le plan d'urgence du gouvernement. La France pourrait rembourser la Russie si les navires Mistral commandés par Moscou ne sont pas livrés, a déclaré mercredi à Paris le président français Hollande à la veille de sa rencontre avec le chef de l'État russe Vladimir Poutine en Arménie. Si les bateaux ne sont pas livrés, je ne vois pas comment ils peuvent être payés. C'est un principe assez simple. Selon les différentes hypothèses, vous aurez paiement ou remboursement, a indiqué M. Hollande lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue ukrainien, le criminel de guerre Petro Poroshenko. Le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, propose aux entreprises d'embaucher à 80% du SMIC des adultes qu'elles formeraient pendant 18 à 24 mois. Une rémunération qui devrait être complétée par d'autres dispositifs pour atteindre le salaire minimum. Je préconise de créer des contrats de professionnalisation sur mesure en permettant aux entreprises d'embaucher à 80% du SMIC, comme c'est la règle pour les moins de 26 ans, déclare le patron du MEDEF. Rubrique santé, incident à Fessenheim, les antinucléaires portent plainte contre EDF. Les associations écologistes qui luttent pour la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim accentuent leur pression. Elles ont annoncé le 20 avril leur intention de porter plainte contre EDF. Elles reprochent notamment aux entreprises d'avoir largement minimisé la fuite d'eau du 28 février qu'on avait relayée sur l'agence Infolibre à la centrale de Fessenheim et d'avoir menti à l'autorité de sûreté nucléaire ASN. La plainte dirigée contre EDF et contre Thierry Rousseau, directeur de la centrale au moment des faits, sera déposée mardi auprès du parquet de Colmar, ont précisé dans un communiqué les associations dont le réseau Sortir du nucléaire et Stop Fessenheim. Alors cette découverte scientifique maintenant, des chercheurs d'une équipe de l'Université de Californie du Sud, l'USC, affirment avoir trouvé un moyen de contraindre le corps humainement à se régénérer. Cette découverte annoncée comme capitale consiste à jeûner pendant 72 heures, ce qui permettrait de reconstruire l'ensemble du système immunitaire, même chez les personnes âgées ou gravement malades. Si jeûner est considéré comme néfaste pour l'organisme par les nutritionnistes, priver le corps de nourriture pendant 3 jours contiendrait ensuite la moelle osseuse à produire de grandes quantités de globules blancs qui combattraient les infections. Cette découverte peut être particulièrement utile aux malades dont le système immunitaire a été affaibli, par exemple les cancéreux traités par des chimiothérapies. Modification de l'ADN des embryons, nous y sommes. La communauté scientifique attend cette annonce depuis plusieurs semaines. Une équipe de généticiens de l'université Sun Yat-sen à Guangzhou a publié ses travaux sur la modification du génome des embryons. Guangzhou, c'est en Chine, je le dis au passage. Le papier a été refusé pour des raisons éthiques par Nature et Sciences et c'est finalement le journal Protein and Cell qui l'a publié. Une équipe scientifique a donc édité le génome d'un embryon. En clair, ils ont modifié l'ADN pour supprimer un gène responsable de la thalassémie bêta, une maladie héréditaire provoquant une anémie. Les outils et les techniques pour modifier les cellules germinales sont disponibles depuis plusieurs années. Plusieurs scientifiques avaient alerté dans Nature l'imminence et les risques liés à de tels travaux et la MIT Technology Review a consacré une large enquête à ces travaux en mars dernier. Le risque ne réside non pas dans les travaux menés par l'équipe chinoise, mais dans les suites de ces travaux, la conception du bébé parfait, comme dans le film Bienvenue à Degataka, et c'était aussi ce que redoutait le MIT Technology Review. Et pour conclure ce 91e numéro des infos dont on parle peu de l'agence Infolibre, je vous incite fortement à aller lire le dernier article que nous a publié Greg Ilan sous forme de lettre ouverte au rappeur Akhenaton, dont il critique la nouvelle reconversion professionnelle chez Coca-Cola. Les infos dont on parle peu, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, accompagné cette fois-ci de mes 2 acolytes, Jonathan et Hugo, de l'agence Infolibre parisienne. Salut à tous.